Bon, j'ai donc intitulé mon intervention Entre mémoire et histoire, les Juifs d'Algérie depuis 1962. En juillet 1830, lorsque la France débarque, elle rencontre quelques Juifs qui sont là et qu'elle va considérer comme des indigènes au même titre que les musulmans. En juillet 62, près de 130 ans plus tard, la presque totalité de ce que l'on appelle alors les Français d'Algérie de confession juive quittent définitivement l'Algérie pour la France, que la majorité ne connaît pas, et laissent derrière eux une histoire vieille de 20 siècles au moins. Quelques milliers seulement gagnent Israël et rejoignent les quelques centaines installées sur place depuis 1948. D'autres, qu'on estime à environ 25 000, restent en Algérie et quitteront définitivement le pays au moment de la décennie sanglante en 1990 en Algérie. Aujourd'hui, les quelques vieillards qui étaient regroupés dans une maison d'action sociale, secourus d'ailleurs par des religieuses, bien, ne sont plus. Il n'y a donc plus de juifs en Algérie. Que sont devenus en 2022, de manière générale, les Juifs d'Algérie? Et d'ailleurs, cela a-t-il encore un sens de parler d'eux comme d'un groupe spécifique? Eux et leurs descendants qui n'ont pas connu l'Algérie d'avant 62, qui ne connaissent pas forcément le pays actuel, 60 ans après le départ, se revendiquent-ils toujours Juifs d'Algérie? D'autres identités ont-elles recouvert celles-là? Se sont-elles substituées à celles qui s'étaient lentement mais si fortement structurées depuis 1830, c'est-à-dire être juif et français, être français et juif de façon inextricablement liée? Depuis l'indépendance de leur terre natale, que représente l'Algérie pour ceux qui en sont partis et pour leurs descendants? Algérie, France, Israël, qu'en est-il de nos jours de leur rapport à ces trois lieux? Mille et une questions assaillent ceux qui s'interrogent sur cette question. L'histoire établit des faits qui sont incontournables, mais que reste-t-il dans la mémoire? En 1962, donc, les accords d'Évian assimilent les Juifs aux Français. Et donc, ils sont accueillis à l'égal des autres Français d'Algérie comme des rapatriés, c'est-à-dire ceux qui retrouvent leur patrie. Le symbole est d'autant plus fort pour eux que très peu avaient des ancêtres enracinés en France. La grande majorité, hormis les hommes qui, soldats français, étaient venus combattre sur place lors des guerres mondiales, très peu, la majorité ne connaissait pas le pays qu'ils avaient élu pour vivre. Pourtant, ce choix traduisait une réalité sociopolitique, mais aussi une réalité affective. Les Juifs d'Algérie avaient choisi comme terre de vie le pays de leur émancipation. La constitution et l'intériorisation forte de l'identité française chez les Juifs d'Algérie, progressivement sécularisés par l'école et par l'armée pour les hommes, en contact avec la société française, font rapidement d'eux des acteurs conscients de leur propre acculturation. Parmi les moments forts de l'histoire contemporaine des Juifs d'Algérie, qui ont façonné durablement leur identité, ceux que l'on interroge évoquent bien sûr le décret Crémieux de 1870 qui les fera évoluer collectivement du statut de dhimmi puis d'indigènes colonisés en citoyens de la République française. Cet événement exceptionnel et émancipateur a placé l'adhésion au pacte républicain au cœur de leur culture. Viennent ensuite dans leur mémoire les émeutes de Constantine de 1934 et l'hostilité des musulmans, l'anti-judaïsme des Français et des Européens d'Algérie qui culmine sous le régime pétainiste de Vichy avec l'abrogation du décret Crémieux en 1940 et son lot d'humiliation et d'exclusion scolaire et professionnelle, et enfin, bien sûr, le départ en 62. Les 130 ans de présence française furent tout à la fois pour les Juifs d'Algérie une marche bienheureuse vers l'Occident et une lutte incessante, et loin d'être continuellement victorieuse pour se voir reconnus dans leurs nouveaux droits. Leur histoire est celle d'une intégration progressive, du passage d'un monde traditionnel à un autre, républicain, français, vécu déjà sur place en Algérie et depuis 62 en France même. Vivre en France, le choix de l'immense majorité, n'est donc en rien étonnant.
Transmission et mémoire constituent l'arrière-plan de l'être au monde des Juifs d'Algérie vivant aujourd'hui en France, dans leur regard sur leur histoire passée, dans leurs engagements, dans leurs témoignages, tout à la fois douloureux et porteurs. Alors, première partie plus spécialement donc sur les Juifs d'Algérie et leur mémoire en France, et j'évoquerai rapidement après les Juifs d'Algérie en Algérie aujourd'hui éventuellement et les Juifs d'Algérie en Israël. Donc en France, les Juifs d'Algérie vécurent leur premier temps en France en 62 de manière particulièrement difficile à l'égal des autres rapatriés, de ceux que l'on appelait alors de manière indistincte les pieds noirs. La masse de cette population est modeste, n'a donc pas de contact en France. Comme les autres rapatriés, ils vont être dispersés sur tout le territoire, d'autant plus que parmi eux, il existe beaucoup de petits fonctionnaires, des instituteurs, des membres de la police qui vont être mutés au gré de leurs administrations dans toutes les régions françaises. En tant que pieds noirs, il rencontre l'hostilité, en plus, d'une partie de la population française. Donc pas en tant que juif, mais en tant que pieds noirs. Tous se rappellent de la phrase de Gaston Defferre, qui était alors maire de Marseille, qu'ils allaient se réadapter ailleurs, en parlant des pieds noirs qui venaient s'installer à Marseille. Donc Marseille, qui par ailleurs a accueilli ensuite de manière définitive 120 000 pieds noirs, dont plusieurs familles juives d'Algérie qui sont parfaitement intégrées et qui ont voilà, et qui ont des responsabilités importantes dans la communauté juive de Marseille, mais également sur le plan civil, des fonctions électives à la mairie, au conseil régional, etc. Alors, plus inattendu comme lieu de vie est la région Alsace-Lorraine, où plusieurs familles juives en 62 vont souhaiter s'installer du fait de la réputation de religiosité, de communauté organisée qui existait et qui existe toujours d'ailleurs dans ces deux régions. Dès 1961, les institutions communautaires juives de France se sont mobilisées, en particulier le FSJU, pour accueillir leurs coreligionnaires, notamment dans les grandes villes comme Marseille, Lyon, Strasbourg, Toulouse. À Paris, la grande synagogue de la rue des Tournelles leur a été rapidement octroyée. Et donc, les rites religieux constantinois en particulier ont pu s'y déployer tranquillement. Toujours à partir de 1962 et dans les années immédiates qui suivirent, on vit en France le nombre de commerces cachers se développer énormément, le taux de fréquentation des lieux de culte battre des records, et c'est une banalité de le dire, l'arrivée des Juifs d'Algérie, accessoirement de ceux de Maroc et du Tunisie, ont revitalisé le judaïsme français. Par ailleurs, entre 1981 et 1987, pour la première fois depuis que les Juifs avaient eu un contact privilégié avec la France, donc les Juifs d'Algérie, depuis 1830, pour la première fois, un grand rabbin de France est né en Algérie, et c'est René Samuel Sirat. À partir des années 1980, s'opère un progressif retour aux sources. 20 ans après le grand départ, le temps d'une génération, donc, les mémoires commencent à s'exprimer. Mais une enquête concluait à ce moment-là qu'aucune identité judéo-algérienne, toutefois, ne voyait le jour et n'avait émergé en France. Pour Raphaël Drahi, politologue né à Constantine, c'était non seulement le signe d'une intégration, donc les Juifs d'Algérie s'étaient fondus dans la société française, mais aussi celui d'une volonté de ne pas transmettre ce qu'il appelait une identité malheureuse, une mémoire malheureuse. La prolifération à partir de la décennie 1990 de publications à base de témoignages est très probablement, par contre, un indice d'intégration qui permet, alors qu'on est bien chez soi, ce retour de la mémoire et l'évocation de la persistance de liens affectifs vécus dans le quotidien avec la culture de l'Algérie d'avant. La musique, notamment arabo-andalouse, a particulièrement marqué la mémoire des Juifs d'Algérie, et à cette époque, excusez-moi, j'ai un problème technique.
Voilà, excusez-moi. Et à cette époque, les copies des disques de cher Raymond Léris circulent parmi ses amateurs. On se souvient alors avec fierté du docteur Aboulker et de son rôle dans la résistance à Alger. On se souvient aussi de célébrités sportives comme le champion de natation Alfred Nakache ou les boxeurs Robert Cohen et Alphonse Alimi, que l'on célèbre comme 3 champions de France. Le journal mensuel Information juive, journal des communautés, qui est un organe du consistoire central, rend compte régulièrement et est lu régulièrement. Il rend compte des questions qui agitent cette population durant ces années-là, donne des adresses de commerce, informe sur les synagogues haurites, algérois, constantinois ou autres, informe sur l'implantation des familles juives dans les régions françaises, etc., etc. Alors que la génération des 40 ans et plus fréquente alors les synagogues consistoriales, où elle retrouve en partie les codes acquis en Algérie, de plus en plus de jeunes, et parmi eux de jeunes femmes, commencent à fréquenter là, puis les 2 synagogues libérales de Paris. Même si pour d'autres encore, la distance avec la pratique religieuse s'opère lentement, le Shabbat parfois, les grandes fêtes le plus souvent, permettent les retrouvailles familiales autour de prières et de chants, mais aussi de plats transmis par les plus âgés que vont s'approprier peu à peu les générations qui n'ont pas connu la vie d'avant. Et ça me semble une particularité anthropologique importante. L'implantation sur le territoire métropolitain ne s'est pas opérée dans la perte de la culture héritée de ce pays d'avant. En France et en français donc. De plus en plus de Juifs d'Algérie consignent leur mémoire, leurs souvenirs et racontent leur vie là-bas pour, disent-ils, rétablir la vérité. En 1976 déjà, Henri Chemouilly, prof de philosophie né à Alger, écrit « Les Juifs d'Algérie, une diaspora méconnue », un essai d'histoire de cette population qui est aussi une cri du cœur, plus qu'un ouvrage scientifique, mais qui a le mérite de réunir des informations de premier plan et de recueillir des témoignages inédits. C'est l'époque aussi où on relit La marche vers l'Occident d'André Chouraki, qui lui, l'ouvrage était paru déjà en 52, mais il a un regain, si vous voulez, d'intérêt à cette époque-là. Et ces 2 livres vont rencontrer rapidement un lectorat avide de s'approprier son histoire, sinon d'ailleurs de la découvrir. Peu de travaux alors sur cette judaïcité s'offraient aux lecteurs, à part quelques travaux très pointus de chercheurs connus dans un cercle restreint d'initiés. C'est loin du pays qu'ils se mirent à interroger les anciens, à se poser des questions pour essayer de comprendre ce qui leur était arrivé. À la différence de leurs coligionnaires de Tunisie et du Maroc, les Juifs d'Algérie ne retournent pas dans ce pays où ils se savent indésirables et où l'antisionisme officiel et le soutien sans limite aux Palestiniens ont largement droit de citer. Est-ce cet impossible retour qui réveille et qui attise les mémoires ? Ou alors les années post-68 qui voient se développer l'intérêt pour les minorités, pour les identités, a-t-il aussi sa part dans ce retour ? Ainsi que le souligne Philippe Portier, le témoignage des acteurs de cette séquence historique, l'ouverture des archives, le passage des générations ont provoqué un retour général sur l'histoire de l'Algérie coloniale et dans ce mouvement, la mémoire juive est revenue. Les enfants et petits-enfants des Juifs d'Algérie expriment alors un désir de connaissance de l'histoire de leur père et de leur grand-père. On se souvient, la mémoire afflue à tout moment, redonne vie au passé, plonge en même temps dans l'ambivalence des sentiments. Longtemps, je cite, « Longtemps, écrit Olivier Al-Kaïm, je n'ai pas voulu écrire sur l'Algérie, ni même pu me pencher sur des livres d'histoire qui m'auraient documenté sur l'histoire de ma famille. » Installé de très longue date à Relisane, à une centaine de kilomètres d'Oran. Les récits de mes grands-parents Marcel et Viviane, de mon père, étaient bien trop teintés de nostalgie à la table familiale. Née en France, elle devient en fait dépositaire de la mémoire familiale qu'elle va consigner des années plus tard, donc en 2022, dans le tailleur de Relisane.
En 1982, l'ouvrage de Richard Ayoun et Bernard Cohen, Les Juifs d'Algérie, 2000 ans d'histoire, vient combler un manque et va avoir un certain succès de librairie auprès des Juifs d'Algérie. Dans le même temps, des intellectuels juifs de premier plan, issus de là-bas, s'affirment sur le plan national. Ainsi, de Jean Daniel, né Ben Saïd, journaliste de renom national et international, héros de la gauche social-démocrate, sympathisant des indépendantistes algériens, qui diffuse dès les années 60 ses idées et celles de ses amis à travers son magazine Le Nouvel Observateur. Tout au long de sa vie, à côté de son activité de journaliste, il écrit et publie des ouvrages de réflexion, mais aussi de souvenirs, qui s'ancrent dans son expérience de juif né en Algérie, par exemple Le temps qui reste et Le refuge et la source. Dans ces années 80-90 qu'émerge à côté de François Mitterrand, toujours avec la gauche social-démocrate, un jeune polytechnicien, Jacques Attali, très investi dans la politique nationale et écrivain prolifique, comme par ailleurs le nouveau philosophe Bernard-Henri Lévy. Jacques Derrida, Hélène Cixous, chacun dans son domaine, renouvellent la pensée philosophique française et la vie littéraire. Depuis ces années, la mémoire des Juifs d'Algérie s'est en quelque sorte libérée. Toutes sortes d'ouvrages sont publiés, des ouvrages plus personnels comme des livres de cuisine, des souvenirs, des romans, mais aussi de plus en plus d'ouvrages savants, d'histoire et de sciences sociales. Plus étonnamment, également des bandes dessinées. Je rappelle, pour le plaisir, le très grand succès, bien au-delà du monde juif, du Chat du rabbin de Jonathan Sfar, né en France mais de parents nés en Algérie, et Benjamin Stora, l'historien bien connu, vient de publier une histoire dessinée des Juifs d'Algérie de l'Antiquité à nos jours, où l'on découvre, à côté des dates importantes de l'histoire des Juifs d'Algérie, une présentation de leur vie religieuse et de leur vie quotidienne. Un rapide coup d'œil sur le site Amazon permet de voir l'ampleur de ces publications, puisque on découvre 5 pages pleines d'ouvrages récents, c'est-à-dire datant des années 2000 uniquement. Donc 5 pages pleines, c'est vraiment beaucoup d'ouvrages. Moment collectif de mémoire. En 2011, un appel était lancé sur le site du Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris pour inviter les Juifs qui avaient vécu en Algérie à proposer photos, objets rituels, documents, manuscrits, toutes choses conservées comme un souvenir de là-bas. Le musée souhaitait organiser en effet la première exposition sur les Juifs d'Algérie, donc 50 ans après leur installation en France, en prévision justement de la commémoration de ces 50 ans. À l'étonnement de la commissaire de l'exposition, Anne-Hélène Hogg, l'appel fut un vrai succès qui dépassait même ce qu'elle attendait. Comme si il répondait en fait à une demande. Les prêts d'objets, les manuscrits affluèrent au musée. Et pour structurer cette masse d'objets qui va constituer le premier fonds d'archives familiales du musée, la commissaire explique que pour chaque item, pour chaque objet, on va demander à la famille d'écrire quelques lignes sur l'histoire de la famille et sur l'histoire de l'objet déposé. Donc, l'exposition a fait de fait une large place à la mémoire familiale, à des objets et à des archives conservés depuis plusieurs générations dans les familles. Soucieux de transmettre leur patrimoine juif à la postérité, nombre de Juifs d'Algérie ont choisi justement le MAJ, le Musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui est, je le rappelle, une institution nationale et non communautaire. Donc les Juifs d'Algérie, plusieurs d'entre eux ont choisi cette institution pour être le garant d'une nouvelle forme de continuité de la mémoire collective et familiale et de la possibilité de sa transmission. Ainsi, la famille Durand d'Alger avait offert au musée dès 2002 un très précieux manuscrit conservé dans la famille depuis le XIVe siècle. C'était le livre de prière du célèbre rabbi espagnol Simon Ben Sema Durand, Rajbach, réfugié à Alger suite au pogrom de 1391 à Barcelone. En 2011, d'autres familles ont
ont prêté, parfois donné au musée des objets précieux pour elles, des candélabres, des livres de prière, des lampes de Hanouka, des sacs de tefilines, des mezuzot qu'ils avaient ramenés d'Algérie. Lorsque nous feuilletons le bel ouvrage catalogue de l'exposition, nous sommes frappés par le titre du texte écrit par la commissaire elle-même, « Garder la mémoire, montrer l'histoire ». La lecture de la table des matières montre la très forte présence de Juifs d'Algérie parmi les contributeurs, eux-mêmes rapatriés ou membres de la deuxième génération installée en France. Ce sont des écrivains, des journalistes, des historiens, des sociologues qui se sont fait spécialistes de leur pays natal ou du pays de leurs parents dans une démarche tout à la fois d'objectivation et d'émotion. 15 articles sur les 22 qui composent l'ouvrage sont de leur fait, démontrant ainsi, d'une certaine manière, ce que Colette Zitnicki repère dans l'historiographie de ce groupe, un mouvement d'introspective turn depuis la Seconde Guerre mondiale. Prolongeant le succès de cette exposition, le MAJ, dans le cadre des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif, a proposé 8 ans plus tard, en septembre 2020, une journée intitulée « Noces de soleil et de nostalgie, récits des Juifs d'Algérie », où les visiteurs pouvaient cette fois rencontrer des écrivains, des historiens et visiter les collections dédiées à cette judaïcité. Nouveau succès, les visiteurs, en majorité juifs d'Algérie, de tous âges, étaient largement au rendez-vous. Des associations de juifs originaires de telle ou telle ville se sont créées. D'autres associations publient, parce qu'un public existe et dans la quête d'informations sur son histoire, les tout premiers textes savants sur cette communauté écrits au début de la colonisation, certains par des rabbins chercheurs et puisés depuis longtemps. Je pense en particulier à l'ouvrage de Maurice Exenbeck, Les Juifs d'Afrique du Nord, démographie et onomastique, qui était paru à Alger en 1936. Enfin, véritable œuvre de mémoire, à mon avis, véritable œuvre de mémoire et aussi, en quelque sorte, lieu de mémoire, le travail de Jean-Paul Durand, qui a créé le site du cimetière juif de Saint-Eugène-Bologhine. C'est quoi ? La sauvegarde des registres d'inhumation de ce cimetière d'Alger a permis l'élaboration d'une base de données qui compte actuellement près de 20 000 noms sur les 25 000 personnes qui sont inhumées dans ce cimetière, 20 000 noms qui sont accessibles sur le site de Jean-Paul Durand, que je communiquerai à ceux qui le souhaitent, avec des photos de tombes et pour chacune des tombes photographiées, une courte biographie de la personne inhumée et la possibilité d'allumer en son souvenir une bougie et de faire une prière. Les enfants des Juifs d'Algérie, la seconde génération en quelque sorte, sont actifs et de plus en plus nombreux au sein des institutions de la communauté juive française. Curieusement, quand on parle avec eux, ils se sentent porteurs de l'histoire des Juifs d'Algérie et quelque part, ils se sentent Juifs d'Algérie, même s'ils ne connaissent pas le pays du tout. Rappelons que depuis 2017 en France, Chaim Corsia, né en France, fils de Juifs né en Algérie, est installé ici depuis 62 et grand rabbin de France. De même, depuis octobre 2021, le président du consistoire central est un autre juif né en Algérie, Eli Korchia. On l'a donc compris, les Juifs d'Algérie se sont totalement intégrés en France. Les réussites professionnelles abondent dans tous les domaines. Comment ne pas citer bien sûr Enrico Macias, originaire de Constantine, qui dès 62, à travers ses chansons, est devenu en quelque sorte le porte-parole des Pieds Noirs et accessoirement celui des Juifs d'Algérie. À côté de journalistes de premier plan, d'écrivains, d'historiens, de sociologues, de philosophes, on relève des médecins, des biologistes, des physiciens, dont un prix Nobel, né à Constantine, Claude Cohen-Tenoudji. On peut dire que les Juifs d'Algérie ont su trouver en France une place singulière, combinant subtilement l'attachement à une culture ancienne, de plus en plus affirmée à mesure que s'éloigne le temps de l'Exode, et une citoyenneté exigeante. Alors, 2 mots sur des Juifs en Algérie de nos jours.
Je tenais à le signaler parce que c'est une rumeur persistante qui existe bizarrement en Algérie concernant la présence de nombreux juifs qui y vivraient. Le grand journal algérien Al-Watan a publié en juillet 2012 un article intitulé Moi, Naïm, futur rabbin d'Algérie, qui donne la parole à un jeune qui se déclare juif et qui explique vivre caché avec sa famille suite à la décennie noire et à ses nombreux assassinats. Il exprime son amour de l'Algérie, l'engagement de sa famille dans la guerre d'indépendance et son projet de devenir rabbin pour ne pas laisser ses coreligionnaires sans encadrement. Bon, je saute là ce qu'il dit dans l'article pour vous dire que malgré les nombreuses prises de contact que j'ai alertées en Algérie même, il m'a été impossible d'entrer en contact avec lui ou avec d'autres. Alors, la revue K, que vous connaissez peut-être, qui est une revue virtuelle, vient de publier en février 2022 un article qui pose à nouveau la question: reste-t-il encore des Juifs en Algérie? Joseph Benamour, l'auteur de l'article, a fait des voyages réguliers en Algérie et il nous apprend qu'aujourd'hui encore, dans les médias, chez les politiques, sur les réseaux sociaux, au café, le mythe circule, il resterait des Juifs en Algérie. Un groupe Facebook existe qui relaie en arabe, en français et en hébreu des histoires sur la vie juive en Algérie, sur la vie juive actuelle. Il est tenu par des personnes qui affirment être juives et algériennes, mais refusent tout contact, par peur, disent-elles, même si leur publication renvoie vers des noms et vers des photos. Alors lui aussi constate qu'il est impossible de savoir ce qu'il en est vraiment, et il note plus loin qu'il y a aussi des juifs qui s'inventent des histoires. Comme le texte publié sur le site de la communauté francophone d'Ashdod, il raconte lui aussi qu'une minorité juive vivrait secrètement cachée en Algérie. Alors, qu'en est-il exactement? Est-ce que ces juifs cachés seraient des descendants de couples mixtes, islamo-juifs? Pourquoi continuent-ils à se cacher? À l'heure actuelle, la seule chose dont on soit sûr, et en l'absence de tout début de preuve, c'est que la rumeur existe et continue de se propager. Quelques mots sur l'alia des Juifs d'Algérie en Israël. Pour ces Juifs, donc Juifs d'Algérie en 62, fortement acculturés à la France et habités d'une identité religieuse forte, la terre promise était l'horizon en quelque sorte indépassable de leur identité religieuse. Rappelons que tout au long de l'histoire, plusieurs rabbins émigrèrent sur la terre promise pour y finir leur vie. Mais le sionisme, en tant qu'idéologie politique, eut peu de prise sur eux. Les mouvements de jeunesse sionistes installés en Algérie, avant l'indépendance, engendrèrent peu de migrants vers Eretz Israël. Peu de Juifs d'Algérie s'y installèrent au moment du grand départ de 1962, contrairement aux populations juives que l'on peut dire moins francisées du Maroc et de Tunisie, au point qu'en Israël, on organisa un procès pour les condamner. Aujourd'hui, c'est de France que leurs descendants de la deuxième et troisième génération partent pour s'y installer. Contrairement à ceux qui ont choisi la France et sont donc dans une continuité culturelle, avec s'ils avaient vécu en Algérie, une même loi, une même langue, des mêmes lois, les mêmes repères sociaux et politiques, les Olim vers Israël doivent faire face à une nouvelle rupture identitaire. Apprendre une nouvelle langue, s'intégrer à une population qui, même si elle est juive comme eux, n'a pas les mêmes codes culturels, sociaux ou même religieux. D'autant, je m'inspire beaucoup dans ce chapitre sur les travaux qu'a mené Eliezer Ben Raphaël, qui est un sociologue de l'université de Tel Aviv et qui a mené plusieurs enquêtes sur les Juifs d'Algérie installés en Israël. Il note la forte relation affective de cette communauté établie en Israël avec la terre originelle, l'Algérie, et avec la culture française. Je le cite, déjà dans les années 60, on parlait à Ashdod de la petite Algérie en se référant à quelques dizaines de familles originaires d'Algérie installées dans la ville. Le souvenir de l'Algérie ne s'est jamais effacé de leur mémoire, dit-il, même parmi les jeunes qui rejoignirent des kibbutzim et qui le plus souvent gardèrent une forte affinité avec leur origine diasporique.
Dans le cadre de son enquête, Eliezer signale l'importance que des Olim venus de France et originaires d'Algérie accordent à la culture française et leur souhait de la transmettre à leurs enfants. Pour lui, c'est une population d'immigrants qui tranche par son type d'insertion sur les vagues précédentes d'immigration. Une majorité garde des contacts suivis avec le milieu d'origine. Ils sont nombreux à visiter la France régulièrement et du fait de la nationalité française qu'ils ont conservée, ils participent aux élections présidentielles françaises. On peut dire d'une certaine manière de cette population que pour eux, le cordon avec la France, avec la culture française n'est pas coupé. Ce qui ne les freine nullement par ailleurs, bien sûr, pour participer pleinement à la vie d'Israël, pour avoir appris à parler l'hébreu, à donner un nom hébreu à leurs enfants, etc. Mais leur particularisme culturel et linguistique est fort et ils ne comptent pas l'abandonner. Ils parlent en français entre eux, choisissent des amis qui parlent français et Eliezer Ben Raphaël signale 3 villes qui en Israël ont une très forte population francophone et où les magasins ont des affiches en français, où il y a des publicités en français, les villes de Netanya bien sûr, mais aussi de Ra'anana et de Ashdod. Voilà, donc membres de la classe moyenne, ces juifs d'Algérie ou leurs descendants qui se sont installés en Israël se distinguent de la classe moyenne israélienne qui, elle, est majoritairement ashkénaze, plutôt laïque, plutôt de centre-gauche et qui a une culture plutôt anglophone. Eux sont majoritairement séfarades, ils sont plutôt de centre-droit, plutôt religieux, plutôt pratiquants et ils se rattachent à une ère francophone qu'ils n'ont pas l'intention d'abandonner. Alors, cela engendre quelques difficultés pour leur définition. Est-ce que leur allégeance à ce passé, à cette réalité culturelle, combinée au nécessaire enracinement dans un État juif, font d'eux des Israéliens d'origine algérienne et française ou bien des Juifs français installés en Israël? Bon, il faudrait faire une enquête systématique pour le leur demander. Rappelons simplement qu'en 2005, s'est déroulée à Jérusalem la rencontre de 2000 Juifs originaires du Constantinois. Question, pourquoi cette réunion ne s'est-elle pas déroulée en France où vivent la plupart de ceux qui ont participé à cette rencontre? Pourquoi la réunion a-t-elle eu lieu en Israël et qui plus est à Jérusalem? Que signifie ce choix pour ces Juifs de France? Serait-ce de montrer que leur ancrage est en Israël et que pour eux, c'est être israélien, mais de loin? On aura compris que l'identité des Juifs d'Algérie est une identité écartelée. Juifs d'Algérie vivant en France, mais en tension vers Israël, où ils ne vivent et ne vivront probablement pas, où ils ne vivent pas et ne vivront probablement pas, Juifs d'Algérie vivant en Israël, mais en tension vers la France, où presque tout les rattache. Dans l'atmosphère actuelle qui règne en France, devant l'antisémitisme venant de l'extrême droite et des milieux islamistes, les enfants et petits-enfants des Juifs d'Algérie ne sont plus des fous de la République française comme l'étaient leurs grands-parents. La définition de soi ne se fabrique plus seulement, et c'est une grande différence avec les années 60, dans la matrice républicaine, politique, assimilationniste. Elle se construit aussi dans un rapport à l'Algérie, à Israël, bien sûr, et dans la recherche encore confuse d'un enracinement. Je vous remercie.